Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les Clés où l'on va parler aujourd'hui de finances publiques et du dérapage budgétaire que l'on constate pratiquement à tous les niveaux de pouvoir en Belgique aujourd'hui. On sait que des politiques de rigueur ou d'assainissement budgétaire sont annoncées à tous les étages en ce moment. Alors on s'est dit que ce serait utile de prendre la mesure de l'ampleur du problème, des problèmes, et on vous propose une petite boussole pour vous y retrouver dans les finances publiques de la Belgique, de ses régions et de ses communautés. La première, les clés. Plonger dans les finances publiques de la Maison Belgique, c'est voir beaucoup de voyants rouges s'allumer. Que ce soit au niveau fédéral, au niveau des régions et communautés, il y a du déficit à tous les étages. Et d'ailleurs, le leitmotiv de tous les gouvernements qui se sont installés cette dernière année reprend le même langage. Il faut réformer pour assainir les finances. Notre gouvernement a finalement l'ambition de mettre en œuvre toutes les réformes que l'Europe nous demande ou nous préconise de faire depuis 20 ans. Si on veut sauver l'état de providence et la prospérité de la Belgique, le moment est venu de ne plus postposer les choses, mais de les prendre en main. C'est clair que la situation des finances publiques est assez préoccupante depuis de nombreuses années, donc il est plus que temps de reprendre les choses en main. On se retrouve avec aujourd'hui une situation qu'on doit en tout cas vraiment mettre sous contrôle rapidement. Mais alors, de quoi parle-t-on concrètement ? Pour le savoir, il faut un peu se plonger dans les chiffres, et je suis allé lire pour cela le dernier rapport annuel de la Banque nationale portant sur l'année 2024. Premier constat, le déficit public de la Belgique est très conséquent, c'est-à-dire la différence entre les recettes et les dépenses. En 2024, ce déficit s'établissait à 4,6% de notre produit intérieur brut. C'est beaucoup, c'est d'ailleurs nettement plus que la moyenne de la zone euro qui s'établit à un peu plus de 3%. Et en regardant les détails, on découvre que le problème, ce sont nos dépenses qui augmentent plus vite que nos recettes. Et évidemment, dans ce genre de situation, il faut s'endetter alors pour les dépenses courantes, ce qui fait grossir progressivement la dette de notre État. La dette de la Belgique s'établit aujourd'hui à 104,4% du produit intérieur brut, et là aussi la Belgique fait figure de mauvais élève en Europe. Seuls 3 pays font moins bien que nous aujourd'hui, à savoir la Grèce, l'Italie et la France. Ce qui est intéressant à noter encore dans ce rapport, c'est que la Belgique a un vrai problème structurel d'endettement. Parce que, dit la Banque nationale, les effets du Covid ou de la guerre en Ukraine sont aujourd'hui largement digérés pour les finances publiques. Et pourtant, notre déficit continue à augmenter. Même si on retire le financement de notre importante dette du calcul, on voit qu'on n'arrive pas à équilibrer dépenses et recettes. Alors, jusqu'à quel point est-ce que c'est grave, docteur ? C'est ce qu'on va analyser à présent. Et le docteur avec nous aujourd'hui, c'est Xavier Debrun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département des études à la Banque nationale de Belgique. Banque nationale qui fournissait les chiffres sur lesquels je me suis appuyé pour cette introduction. Alors, d'abord peut-être un mot général sur la situation de la Belgique. Dans un second temps, on viendra aussi sur ce qui se passe du côté des entités qu'on appelle fédérées, les régions, les communautés. Mais d'abord, la Maison Belgique, elle est quand même parmi les mauvais élèves de la classe européenne aujourd'hui, tant sur son déficit annuellement, la difficulté à équilibrer recettes et dépenses, que sur sa dette qui augmente du coup au fil du temps. C'est effectivement un mauvais élève, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce que je veux relativiser quand même, c'est le fait que les niveaux de déficit et de dette n'ont rien en soi de fondamental. Ce qui est important, c'est toujours de se poser la question de savoir, est-ce qu'à moyen terme,
on a des évolutions qui sont compatibles avec la soutenabilité de la dette publique. Et ça veut dire essentiellement qu'en général, on ne doit pas s'attendre à ce que la dette publique ne s'accroisse plus rapidement que le produit intérieur brut. Et malheureusement, c'est le cas. Donc vous avez noté, par exemple, que notre ratio d'endettement était à 104%. Eh bien, pour le futur, on s'attend à ce qu'il augmente et il ne peut pas augmenter de façon indéfinie parce qu'à la fin, vous allez finir par finalement payer même des intérêts sur cette dette qui dépasseront la richesse que vous êtes capable de générer, ce qui est évidemment insoutenable. Donc ce que vous nous dites là, c'est que si on avait un État qui s'endettait largement, mais que ça alimentait son moteur économique pour une relance très importante, pour des investissements qui font qu'on a une économie qui devient de plus en plus florissante, ce ne serait pas spécialement grave. Ce qui est grave ici, c'est que, quelque part, la dette continue à s'accroître plus vite que ne progresse notre économie. Exactement. Évidemment, si on avait la recette magique pour ce que certains appellent pro-growth fiscal policy, c'est-à-dire une politique budgétaire qui soit pro-croissance, effectivement, un déficit budgétaire payerait pour lui-même, en quelque sorte, parce qu'il permettrait à l'économie de générer les revenus qui, à travers l'impôt, permettent de payer les charges de la dette. Mais vous l'avez souligné très très bien dans votre petite introduction, le vrai problème en Belgique, c'est que nos dépenses publiques, et en particulier nos dépenses primaires, c'est-à-dire hors charge d'intérêt, ont tendance de façon systématique à augmenter plus vite que le produit intérieur brut. Et c'est ça le cœur du problème. Et alors, c'est dû à quoi, Xavier Debrun? Quand on regarde les différents postes, qu'est-ce qui explique qu'en Belgique, on a tendance à dépenser de plus en plus, avec une croissance quand même importante des dépenses, d'année en année, alors que nos recettes, qui augmentent quand même un peu, n'augmentent pas du tout, en tout cas, à la vitesse proportionnelle? En général, les recettes ont tendance à croître à peu près à la même vitesse que le PIB. Donc, quand vos dépenses, effectivement, croissent plus vite que le PIB, vous avez un problème de déficit qui s'accroît indéfiniment et donc votre dette qui explose. Donc, c'est bien ça la question. Alors, il y a des raisons structurelles qui sont liées, évidemment, on les connaît toutes et tous, au vieillissement de la population. Donc, il y a la transition démographique. De plus en plus de gens partent en pension et vous avez de moins en moins d'actifs pour financer les pensions et les retraites des retraités. Donc, ça, c'est important à souligner. Deuxième élément de pression sur les dépenses publiques, c'est le fait que rester en bonne santé, particulièrement quand on atteint des âges avancés, coûte de plus en plus cher. Et c'est lié, bien sûr, d'une part à la demande croissante pour les services de biens de santé, mais c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, le progrès technologique en matière de santé fait que le coût de la santé, en fait, augmente plus vite que l'inflation. Et donc tout ça alimente effectivement des pressions structurelles. Donc ça, on ne le maîtrise pas, c'est lié à des facteurs démographiques. Par contre, ce que l'on pourrait peut-être mieux maîtriser, c'est le fait qu'on l'observe en Belgique, il y a une croissance systématique du nombre d'employés dans la fonction publique, que ce soit au niveau fédéral, mais surtout aussi au niveau régional. Ça pose question, a-t-on besoin de constamment accroître le nombre d'agents de la fonction publique dans ce pays? C'est une question, c'est aux politiques d'y répondre. Mais en tout cas, nous, en tant qu'économistes, tout ce qu'on peut faire, c'est constater un certain nombre de tendances lourdes qui peuvent effectivement contribuer à ces problèmes de maîtrise des dépenses. Et on pourrait ajouter quelque chose qui va venir peser fortement sur les dépenses publiques des années qui viennent, on le sait désormais, c'est la croissance des dépenses en défense que le gouvernement a décidé d'opérer, alors qu'on sait que la Belgique, depuis longtemps, en fait, devrait les augmenter, en tout cas si elle voulait respecter ses engagements auprès de l'OTAN. Et donc ça va devenir une réalité budgétaire qui va aussi fortement peser sur les dépenses dans les années qui viennent. Tout à fait. Vous pouvez ajouter à toutes les pressions dont j'ai fait part, effectivement, celle de la défense. Alors la défense, pour l'instant, reste quand même un poste relativement modeste. Cette année, on a décidé de sauter subitement à 2% de PIB parce que quelqu'un de l'autre côté de l'Atlantique s'énervait de ne pas voir ce chiffre en Belgique. Donc ça signifie d'un coup 4 milliards de plus pour cette année, qui est essentiellement financé par du one-off. Ça veut dire que pour les années suivantes, il faudra trouver des moyens structurels, soit en économie d'autres dépenses, soit en recettes supplémentaires, pour effectivement financer ces 4 milliards supplémentaires structurels. Maintenant, l'administration Trump s'attend non pas à 12 milliards de dépenses par an pour la Belgique, mais 30.
On verra jusqu'à quel point le politique décide ou non de répondre à ça. Mais ce que vous nous dites là, c'est que cette fois-ci, on a décidé de peut-être vendre quelques bijoux de famille, de faire des mesures one-shot pour faire face. Pour le futur, ça ne va pas pouvoir marcher comme ça chaque année. On n'a pas des bijoux de famille à l'infini à vendre. Donc, il va quand même falloir trouver des ressources structurelles pour pouvoir faire face à cette dépense militaire qui augmentera pour le long terme. Absolument. Et puis, on ne parle pas seulement de la dépense militaire, on parle aussi des dépenses qui sont liées à la transition climatique, etc. Toutes ces transitions que l'on observe pour le moment vont avoir un coût budgétaire. Certaines auront des bénéfices. Si vous taxez la pollution, ça génère des rentrées, bien sûr. Mais de façon globale, on fait face à un éventail de pressions sur les dépenses qui vont forcer inévitablement le gouvernement soit à dire on va faire payer le citoyen parce qu'on ne veut pas réduire les services publics par ailleurs, soit à réallouer au sein de l'enveloppe dont on dispose les priorités de dépenses. Aujourd'hui, sur 100 € d'impôts, 60% sont dépensés en dépenses sociales. Et donc, ce sont de vrais problèmes très, très compliqués. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à un moment où il faut choisir. Alors, vous n'allez pas nous dire, vous, en tant qu'analyste des données à la Banque nationale, ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts? Est-ce qu'il faut réduire le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'il faut supprimer des allocations, etc. Ça, c'est pas votre objet, vous, en tant qu'analyste des chiffres. Mais ce que vous dites, en tout cas, c'est que là, aujourd'hui, il faut faire des choix. On ne peut plus continuer à la fois tout ce qu'on a fait jusqu'ici, ou alors il faut vraiment trouver beaucoup de recettes, mais ça, c'est pas la voie choisie, en tout cas, par le gouvernement actuel. Tout à fait. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que pendant des années, on a eu, vous savez, ces crises multiples, on a eu la Covid, puis on a eu la crise énergétique, etc. Et ça a été des années un peu exceptionnelles où, en même temps, il y avait très très peu d'inflation. L'inflation était en dessous des cibles de la Banque centrale européenne, et donc, par conséquent, les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Donc, l'État pouvait s'endetter, en fait, pratiquement à taux zéro, et c'est comme s'il n'y avait pas de choix à faire. Et alors, les gens ont vu, l'État peut dépenser autant contre la Covid, l'État peut dépenser autant contre la crise énergétique, c'est merveilleux, en fait, il n'y a plus de contraintes budgétaires. Aujourd'hui, c'est plus vrai du tout. Les taux d'intérêt se sont mis à réaugmenter. Emprunter de l'argent coûte de l'argent. L'État aussi, maintenant, le découvre. Et effectivement, c'est le grand retour des choix compliqués. Et ça, les gens n'ont plus l'habitude. Et j'ai craint aussi qu'il y ait aujourd'hui, plutôt qu'une prise de conscience collective des arbitrages qui doivent être faits, on est plutôt encore dans la situation où le mode de réflexion, si la défense devient une priorité et est existentielle, on est tous d'accord avec ça. Oui, mais le climat, c'est existentiel. On est tous d'accord avec ça. Garder les gens en bonne santé, c'est existentiel. On est tous d'accord avec ça. Et on est en fait dans le mode inverse de raisonner en termes d'arbitrage. Si on veut plus d'une chose, il faut sacrifier quelque chose d'autre, un peu comme vous et moi on fait dans notre budget au quotidien. Et on a perdu, et je crains un peu qu'on ait perdu au niveau collectif, ce sens des arbitrages qui doivent être faits. Quand je vous entends, on peut se demander si notre système de coalition qui met autour de la table en général des partenaires très différents, qu'il faut contenter, il faut que chacun évidemment ressorte avec certaines de ses priorités satisfaites. Et c'est bien normal aussi dans une négociation que chacun veuille obtenir des choses importantes. Est-ce que nos accords de coalition, de compromis se sont faits un peu sur le dos des finances publiques ces dernières décennies ? C'est possible. Il y a une littérature économique assez vaste qui montre qu'effectivement, lorsque vous avez un spectre politique qui est très fragmenté, vous avez plus davantage tendance à avoir ces effets de marchandage et donc c'est plus compliqué effectivement de satisfaire la contrainte budgétaire. Ceci dit, il ne faut pas casser du sucre sur les systèmes parlementaires avec régime de coalition. Vous pouvez regarder l'Allemagne, ils ont un système parlementaire avec des coalitions qui ne sont pas toujours homogènes et vous voyez fort bien que l'Allemagne a une dette publique aujourd'hui proche de 60% du PIB. Donc ce n'est pas une fatalité, en tout cas dans les systèmes où on doit faire des coalitions avec parfois des partenaires un peu contre nature. Un petit mot quand même alors, Xavier Debrun. La Commission européenne s'attend déjà pour la Belgique en 2026 à un déficit de 5,5%, donc encore plus élevé que celui d'aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors qu'on a un gouvernement qui s'installe et qui nous dit « moi je vais faire de la rigueur, de l'austérité ». C'est difficile pour moi de commenter les prévisions de la Commission européenne. Je peux vous annoncer que très bientôt, la Banque nationale va venir avec ses propres prévisions. Je n'en dirai pas plus. Ceci dit, comment ?
Vous savez, un exercice de prévision, vous faites tourner des modèles et on essaye d'estimer l'évolution du produit intérieur brut, par exemple, qui est à la base quand même, qui est le dénominateur de tous ces ratios. Et forcément, il y a aussi, au-delà des modèles, du jugement qui est effectué. Et ce jugement porte, par exemple, sur l'efficacité de certaines mesures qui sont prises ou pas prises. Il appartient à la Commission européenne de combiner cet exercice technique à son jugement et essentiellement de transmettre au gouvernement un message qui est « ça la fait pas, c'est pas assez ». C'est possible que vos efforts annoncés ne suffisent pas et que le déficit continue à croître. Ça, ce sont les chiffres. On notera aussi que la Cour des comptes, elle, a pointé le fait récemment que le gouvernement fédéral, pour parvenir progressivement à un retour à l'équilibre, tablait beaucoup sur des effets retours, donc des effets vertueux de sa politique, notamment en matière d'emploi, pour quasiment 8 milliards de recettes, et que ça comportait une part de pari dont on ne pouvait pas être certain que ça allait finalement remplir l'équation budgétaire. Bon, ça, c'est pour l'aspect surtout fédéral, dont on vient de parler ici. On va se pencher maintenant un petit peu sur les autres niveaux de pouvoir, et notamment les régions et les communautés. La première, les clés. Quand je vous disais que des voyants rouges sonnaient à tous les étages de la Maison Belgique, il faut quand même noter que ça ne sonne pas partout avec la même intensité. Si on regarde d'abord les pouvoirs locaux, on voit que globalement, ils restent proches de l'équilibre budgétaire. C'est normal, la loi leur interdit de s'endetter pour des dépenses courantes. Ceci dit, cette moyenne rassurante cache mal des disparités d'une localité à l'autre. On sait par exemple qu'une série de grandes villes wallonnes sont en vraie difficulté aujourd'hui. Regardons alors les communautés et les régions. Ce qui est intéressant à ce propos, c'est de comparer les dettes de chacune de ces entités avec leurs recettes. C'est le meilleur moyen de pouvoir faire des comparaisons. La Flandre, par exemple, a un endettement fin 2024 équivalent à 61% de ses recettes annuelles, alors que la Wallonie a, elle, une dette équivalente à 214% de ses recettes annuelles et Bruxelles est même à 230%. Autrement dit, en proportion, la Wallonie et Bruxelles ont des dettes 3 à 4 fois plus importantes que celles de la Flandre et forcément, la charge de remboursement de cette dette devient de plus en plus lourde année après année et pèse sur les dépenses. Et puis, il faut encore mentionner le cas de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Certes, en proportion, sa dette est moins grande aujourd'hui que celle de la Wallonie ou de la région bruxelloise. Mais le problème, c'est que, d'une part, cette dette grandit très vite, et puis que la fédération a beaucoup moins de possibilités que les régions de réduire ses dépenses ou d'augmenter ses recettes. Ce qui fait que la Fédération Wallonie-Bruxelles ou Communauté française pourrait très rapidement se retrouver en très graves difficultés. Ça, c'est donc Xavier Debrun pour l'inquiétude concernant la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ceci dit, quand on regarde un peu les différentes entités fédérées, il y a des choses qui sautent aux yeux. Le fait que la Flandre va nettement mieux que les autres, ça c'est une évidence. Et puis aussi le fait que Bruxelles est l'entité qui est dans les plus graves difficultés en fait, budgétaires, en particulier au niveau de son déficit. Oui, alors tout d'abord... Par rapport à la Flandre, il est clair que la Flandre, comme les autres entités, a connu une espèce de cassure dans ses finances publiques à peu près après la Covid, en fait. Alors que jusque 2019... En fait, la plupart des régions et des entités fédérées ne contribuaient pas tant que ça au déficit des pouvoirs publics belges. Ça n'a plus été le cas après la Covid. Et c'est le cas aussi pour la Flandre. La Flandre était pratiquement en surplus jusqu'en 2019. Et puis, maintenant, elle se retrouve quand même avec en tout cas à fin 2024, avec un déficit de l'ordre de 4,5 milliards, ce qui correspond à peu près à 6,5%, un peu plus que 6,5% de ses recettes totales. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette cassure ? En partie, c'est évidemment aussi... j'ai parlé tout à l'heure de l'évolution du nombre d'agents de la fonction publique, qui est surtout visible au niveau des régions. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu un plan de relance européen dont la Belgique bénéficie, qui effectivement a mené à davantage de dépenses au niveau des régions, que ce soit la région wallonne et la région flamande aussi, parce qu'il a fallu investir. Et l'investissement public en Belgique se fait essentiellement au niveau des régions. Donc il faut être très prudent
quand on analyse effectivement les soldes budgétaires. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a une région qui se trouve dans une situation particulièrement catastrophique, c'est la région bruxelloise. Si on fait le rapport entre le déficit de la région bruxelloise et ses recettes totales en 2024, on arrive à 23,4%. Alors si vous voulez comparer grosso modo avec un État, c'est comme si on disait aujourd'hui que la Belgique avait un déficit de 12% du PIB. C'est là où en était la Grèce, à l'époque. Donc il y a une inquiétude extrêmement vive pour les finances publiques. La situation à Bruxelles est extrêmement sérieuse. Enfin, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai pas le dernier. Non, mais enfin, quand même, les mots que vous utilisez là sont forts en disant on est dans la même situation que la Grèce. C'est pour vous donner des ordres de grandeur. Je veux dire, 24% des recettes de déficit. Si vous voulez comparer ça à un État en Europe occidentale, ça représente à peu près la moitié du PIB. Vous divisez 23,4 par 2, vous arrivez à peu près 12%. Et ça, c'est une situation extrêmement problématique, oui. À un moment où, on le rappelle, la région bruxelloise ne parvient pas du tout à se trouver un gouvernement. Voilà. Il y a des vrais enjeux. Il y a de vrais enjeux. Budget sur la table. À la limite, on peut comprendre pourquoi elle ne trouve pas un gouvernement, parce que la première chose que le gouvernement devra faire, c'est effectivement nettoyer tout ça. Alors évidemment, quand vous faites la comparaison avec la Grèce, ça nous rappelle ce scénario de la crise des dettes publiques en Grèce, où à un moment donné, il y a une spirale qui s'était engagée avec des agences de notation qui donnaient de très mauvaises notes à un pays comme la Grèce. Et puis alors du coup, c'est la spirale où ce pays a de plus en plus de mal à se refinancer, etc. C'est peut-être l'occasion de s'arrêter quelques instants sur ces fameuses agences de notation. Qui sont-elles? Comment fonctionnent-elles? On va se pencher là-dessus avec Sarah Pousset. Standard & Poor's, Moody's et Fitch. Ces noms sont ceux des 3 plus grandes agences de notation. Toutes américaines, elles se partagent près de 90% du marché financier. Leur rôle est d'évaluer la capacité d'entreprises, d'organismes ou d'États à respecter leurs engagements, c'est-à-dire à rembourser leurs crédits et leurs dettes. C'est un peu comme un bulletin scolaire. Si les agences de notation attribuent une bonne note, comme un A, ça veut dire que la société ou le pays est un bon élève économique, il rembourse ses emprunts dans les temps. Du coup, ça envoie un message aux investisseurs et aux banques en disant « Vous pouvez faire confiance à ce pays, lui prêter de l'argent à des taux avantageux ». C'est le cas par exemple de l'Allemagne qui bénéficie d'un triple A depuis plusieurs années. En revanche, si on reçoit une mauvaise note, eh bien ça fait peur à tous les investisseurs. Certains vont se retirer, d'autres vont accepter de prêter de l'argent mais à des taux d'intérêt très élevés. C'est ce qui est arrivé à la Grèce lors de la crise de 2008. Malgré les mesures politiques pour redresser l'économie du pays, eh bien les intérêts à rembourser étaient tellement importants qu'ils enfonçaient le pays vers la faillite. Et c'est un peu aussi ce qui est reproché aux agences de notation. Vu leur influence considérable, une mauvaise note aggrave bien souvent la situation de l'entreprise ou du pays en question. Or, si une société peut se déclarer en faillite, eh bien ce n'est pas vraiment le cas d'un État qui doit quand même continuer à se financer. Il entre alors dans un cercle vicieux avec des coûts toujours plus importants. Une menace qui inquiète d'ailleurs notre gouvernement fédéral, car si la note de la Belgique reste bonne, les agences de notation ont ajouté une perspective à venir négative. C'est une sorte d'avertissement pour dire que si rien n'est fait pour redresser les finances belges, eh bien lors de la prochaine évaluation, la note pourrait baisser. Alors Xavier Debrun, est-ce qu'on doit s'inquiéter de voir les agences de notation à brève ou moyenne échéance dégrader encore la note, les perspectives des notes de différentes entités de la Maison Belgique, que ce soit le fédéral, que ce soit les régions et communautés, peut-être en particulier une région comme Bruxelles dont on vient de parler ici? Jusqu'à présent, les agences de notation ont toujours été relativement honnêtes, je veux dire, par rapport à la situation des finances publiques belges. C'est-à-dire qu'ils ne commettent pas l'erreur, en quelque sorte, de se dire « Oh, le déficit est beaucoup plus élevé que la moyenne européenne, dès lors, je vais les dégrader. » Ils regardent un peu le reste, ce qui est fait au niveau politique. C'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont des modèles très précis.
qui incorpore notamment des dimensions comme la qualité institutionnelle du pays. Est-ce que c'est un pays qui est en proie à des guerres civiles permanentes ou bien c'est un pays qui est plutôt pas mal géré? Et les notes que reçoit la Belgique par rapport à la gouvernance sont en général très bonnes. Donc la Belgique et donc par essence les entités qui la composent reçoivent en général de bonnes notes par rapport à ça. Ce qui inquiète plus les agences de rating pour le moment, c'est effectivement leur évaluation, le jugement qu'elles font par rapport à certaines mesures qui sont annoncées, pas annoncées, est-ce qu'elles sont suffisantes, est-ce qu'elles ne sont pas suffisantes, est-ce qu'elles vont délivrer les effets ou pas. Alors quand ils décident de passer à une perspective négative, ça veut dire qu'ils commencent effectivement à avoir des doutes par rapport au fait que les mesures qui sont proposées soient suffisantes. Et donc, vous pouvez appeler ça, oui, un avertissement. Mais effectivement, elle se prépositionne en quelque sorte dans la situation d'éventuellement dégrader significativement la note du pays. Et là, vous le payez cash en termes de primes de risque plus élevées sur les marchés. Un petit mot très rapide alors pour terminer, Xavier Dobrun. Vous connaissez, j'imagine, la phrase de Warren Buffett qui dit c'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui nagent sans maillot. Est-ce qu'aujourd'hui, la Belgique, dans l'état de ses finances publiques, de ses déficits, pourrait faire face à une crise comme celle qu'on a connue, que ce soit en Ukraine, que ce soit la crise Covid, ou bien est-ce que ce serait la crise de trop, vu l'état aujourd'hui des finances publiques, en un mot? Honnêtement, non, je ne crois pas. Je crois que, et c'est précisément pour ça que les agences de notation sont restées, je veux dire, relativement calmes par rapport à la situation de nos finances publiques, c'est que la Belgique a, par le passé, toujours su faire face à des situations compliquées, et même parfois bien plus compliquées que celles qu'on connaisse aujourd'hui. Donc non, je ne le crois pas. Vous ne croyez pas qu'il y a un risque à ce niveau-là, c'est ça? Vous pensez que la Belgique pourrait faire face? Un risque, vous prenez un risque quand vous traversez la route, mais je veux dire, allez, comme on dit sur les marchés financiers, le risque, il est de moins de 10%. Voilà. Ok, donc la Belgique garde des reins assez solides quand même pour faire face à une nouvelle crise. C'est mon jugement d'économiste en tout cas. On terminera donc sur cette note rassurante. Oui, la Belgique a encore des ressources pour faire face en cas de choc et elle est encore en mesure aussi de faire des choix pour rétablir progressivement l'équilibre de ses finances publiques. Maintenant, c'est aux politiques de poser ces choix, sabrer dans les dépenses ou aller chercher de nouvelles recettes. Et si le choix est de diminuer les dépenses, lesquelles garder, lesquelles supprimer, on connaît les choix posés par les gouvernements actuels qui ont surtout choisi de réduire certaines dépenses en matière de pension, en matière d'allocation, et qui tablent aussi sur des effets retour en termes de taux d'emploi et donc de recettes fiscales à engranger sur le travail. On va voir maintenant si ces paris, si ces choix politiques peuvent fonctionner tout en notant le scepticisme jusqu'ici d'organismes comme la Cour des comptes ou la Commission européenne qui se demandent si tout cela va vraiment permettre de contenir les déficits à suivre donc. Tout comme on suivra avec beaucoup d'attention aussi la situation de la région bruxelloise, toujours sans pilote, alors qu'elle est dans la pire situation budgétaire de toutes les entités du pays. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de la Première, avec à la réalisation sonore de cet épisode Adrien Schockert, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Et si vous jugez le contenu de ce podcast pertinent, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous.